au cours d'une sortie médiatique revenu sur la nécessité de revoir le découpage électoral actuel dans le pays, revoir aussi les institutions de la République en fin de mandat, mais maintenu ces institutions qui ont aussi des rôles à jouer dans le processus électoral. L'autre sujet évoqué par l'ANC au cours de cette conférence de presse de mercredi, c'est aussi la bonne gouvernance et les violations des lois de la République par le pouvoir en place. D'autres sujets sociopolitiques également seront menus de l'entretien de 1h30 avec notre invité retrouvé de ce 11 novembre, mise en onde par Haïté Messa Anjoy Yala, le Rob Massa, grâce à qui nous sommes en direct sur la page Facebook de la radio. Au micro, je suis Gildas Adjakoto. Monsieur Ricky Dupuy, bonjour. Bonjour Monsieur Adjakoto, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Radio Victoire. Comment se porte l'ANC, le bureau exécutif et le président national? Le président national se porte bien, l'ANC se porte à merveille, nous sommes toujours en pleine activité. Alors où je vous parle, il y a des équipes qui sont en train de se préparer pour aller à l'intérieur du pays. Vous savez, on nous fait des difficultés pour aller à l'intérieur du pays, mais chaque fois que nous en avons l'occasion, nous allons rendre visite à nos fédérations, à nos sections, sous-sections, implantées un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national. Actuellement, nous sommes, comme d'habitude d'ailleurs, nous travaillons beaucoup pour les préparatifs pour les prochaines consultations électorales. Parce que comme cela se doit pour un parti politique digne de ce nom, c'est un travail permanent. On va revenir sur ces préparatifs-là. Mais le 10 octobre dernier, M. Eric Dupuy, votre formation soufflait ces 13 ans de création, 13 bougies. C'est aussi un défi et notre challenge pour le parti. 13 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire. 13 ans, c'est beaucoup, et en même temps, c'est peu. Mais quand on regarde le travail qui a été abattu en 13 années, on ne peut que s'en féliciter. En cours de route, malheureusement, nous avons perdu beaucoup de nos membres. On ne peut pas commencer cette émission sans avoir une pensée pour le premier vice-président Patrick Lawson, sans avoir une pensée pour Crosby Quist, pour Marcus Kodjo, pour Atakwa Meto, il y en a plusieurs. D'autres militants aussi. On peut les citer. Et c'est grâce à tout ce monde que nous avons pu, en 2010, le 10 octobre 2010, créer l'Alliance nationale pour le changement. C'était un dimanche. C'était un dimanche. Et je ne vais pas ici vous rappeler les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles cette opération a pu se faire. Mais c'est une réussite pour le peuple togolais et au nom du peuple togolais. Donc vu ce qui se passe aujourd'hui dans votre maison, mais ça veut dire que vous avez eu cet esprit très tôt de partir les choses avant que les choses ne vous rattrapent. Vous parlez de quelle maison mère? De l'UFC. Non, l'UFC, c'est pas notre maison mère. Quand vous parlez de la maison mère, c'est comme s'il y avait une ascendance de ce parti sur nous. Non. Nous étions membres à part entière de l'UFC. Et la plupart des personnes qui ont créé l'ANC sont issues du bureau national de l'UFC. Donc ce n'est pas la maison mère. C'est nous qui avons ensemble contribué à l'évolution de l'UFC. Et c'est nous qui, ensemble, avons créé l'ANC. C'est deux choses totalement différentes. Nous n'avons pas aujourd'hui les mêmes objectifs. Nous n'avons pas non plus les mêmes moyens pour obtenir l'alternance politique au Togo. Nous continuons à exiger l'alternance politique au Togo. Je ne sais pas si l'UFC reste encore dans cette logique-là. 13 ans, des choses ont été faites. Mais encore là, du défi à relever. On insiste là-dessus, M. Eric Dupuy. En 13 années, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, il y a eu beaucoup de choses. Mais vous savez, on dit chez nous que ce sont les mangues mûres auxquelles on jette la pierre. Donc, ça suscite beaucoup de jalousie.
en si peu d'années, vous êtes arrivé à ce niveau-là, ainsi de suite. Et ça entraîne des mensonges, des inepties racontées sur le président national et son équipe. Mais nous fonctionnons comme des gens décidés à aller, et tout ce que tout ce monde-là peut raconter, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça glisse parce que nous avons un objectif: obtenir l'alternance politique dans notre pays, dans l'intérêt exclusif du peuple togolais. Ok. Par rapport aux législatives de 2018 et puis la présidentielle de 2020, pour certains, c'est les deux situations-là qui constituent quand même un véritable coup dur pour le parti. Est-ce que vous êtes dans la même dynamique? Mais pourquoi 2018 n'est pas un coup dur pour le parti? Nous l'avons accepté. Le plus gros sacrifice que les partis de l'opposition aient pu concéder, c'est l'ANC qui les a concédés. Parce que nous avions 18 députés à l'Assemblée nationale, nous pouvions les faire reconduire et faire élire d'autres. Mais nous avons accepté, ensemble avec la C14, de ne pas prendre part à ces élections parce que les accords qu'on a cru avoir obtenus des discussions avec la CEDEAO n'ont pas été respectés. Nous sommes des gens de parole. Ce régime qui nous régente depuis bientôt 60 ans n'a jamais respecté ses engagements. C'est toujours ainsi que cela se passe. Et on n'a pas voulu, en 2018, rééditer les mêmes erreurs qu'avec l'accord qu'on avait signé, l'APG, l'accord politique global, qui n'a jamais été mis en exécution. Et pourquoi signer un accord quand on sait que ces accords sont déjà, les dés sont déjà pipés d'avance? Voilà, c'est pour cette raison que quand on était en discussion tout dernièrement avec le régime dans le cadre de CPC, non, avant le CPC, la CNAP, nous avons été très clairs, nous avons demandé des points bien précis à aborder. Et nous avons demandé à ce que ces points soient étudiés, qu'une solution soit trouvée et mise en application. On a vu ce qui s'est passé. Tout ce qui a été dit a été passé de côté. Au sein du CPC, on ramène les sujets, on veut en discuter, mais rien n'avance. Et l'un des points les plus importants pour nous, c'est le cadre électoral, et plus précisément le découpage électoral. Nous l'avons dit, répété à maintes reprises. Et d'ailleurs, lors des discussions avec la CEDEAO, le document que la C14 avait fourni à la CEDEAO sur le découpage électoral, c'est un document produit par l'ANC. Nous sommes toujours dans cette logique. Pour obtenir l'alternance politique apaisée dans notre pays, cela doit passer par des élections transparentes, équitables et acceptée par tous. Et c'est ce que refuse le régime RPT uni. Et justement, le sujet était au cœur de votre conférence de presse de mercredi, de revoir ce découpage électoral. On a écouté le président national Jean-Pierre Fabre qui dit que le quotient n'est pas le même partout. Pourquoi tel nombre de députés, tel nombre de citoyens peuvent élire un député dans d'autres zones et l'autre zone, le chiffre n'est pas bon. Concrètement, pourquoi vous voulez qu'on revienne sur ce découpage? Quels sont les éléments, les arguments que vous détenez? Vous savez, à l'Assemblée nationale, quand on parle de la représentation nationale, c'est-à-dire les députés, ce sont des hommes et des femmes qui représentent la population togolaise, le peuple togolais. Ces hommes et ces femmes parlent dans l'intérêt exclusif du peuple togolais. Donc, pour que la représentation nationale soit une réalité dans notre pays, il faut que les élus
faut que nos représentants soient élus de manière égale. Pour un nombre d'habitants identiques, chaque région doit avoir, chaque composante de la nation doit avoir le nombre de députés identique. On ne peut pas accepter que une composante de la nation togolaise ait, pour une population identique, puisse avoir 2, 3 fois plus de députés qu'une autre. Prenons l'exemple de la région maritime. Pour un député, pour 3 534 991 députés, soit 44% de la population, la région maritime a droit à 25 sièges. Ce qui représente, pour un député, une population de 141 000 personnes. Ça veut dire que chaque député de la région maritime représente une population de 141 400 personnes. Le président l'a dit que dans le plateau, ce sont 5 000. Mais quand vous prenez par exemple la région de la Kara, qui fait 985 512, le député représente 57 972, soit globalement le tiers. Pourquoi? Quand vous regardez par exemple ce qui se passe en France, nous suivons souvent les Français. En France, chaque député, sur toute l'étendue du territoire national, représente 125 000 personnes. Je ne dis pas 125 000 personnes en moyenne, je dis 125 000 personnes. Parce que un député ne représente pas une étendue du territoire. Il représente une population, parce qu'il parle au nom des populations. Si vous voulez que le député soit un représentant de la nation, il faut que, à travers l'ensemble de cette représentation nationale, vous me suivez bien? Oui. Il faudrait qu'à travers l'ensemble de cette représentation nationale, on retrouve l'entièreté de la population togolaise. Okay. Au-delà de ça, dans toutes ses composantes. Oui. Au-delà de ça, c'est une question politique, mais c'est une question aussi géographique. Est-ce que les régions, elles, ont les mêmes densités? Non, c'est pas une question de densité. Si vous prenez, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Si vous prenez une population, si vous prenez une région qui a 100 000 personnes, oui, d'accord, une autre qui a 100 000 personnes, je suis désolé, il faut qu'il y ait le même nombre de députés. Vous ne pouvez pas me dire que celle-là, parce qu'elle se trouve dans une région éloignée, elle puisse avoir 3 fois plus que l'autre. C'est tout ce que nous disons. Nous disons que, à population égale, il faut qu'il y ait le nombre de députés sur toute l'étendue du territoire national. Je répète. Donc ça veut dire que dans la région maritime, on devait avoir plus de députés que ce qu'on a aujourd'hui. Je dis qu'il est totalement inacceptable que si la région de Kara que je viens de citer, oui, avec 985 000, disons 1 million d'habitants, d'accord, si la région de Kara avait 3 500 000 habitants, il faudrait qu'il représente 141 000 personnes. Il ne faudrait pas que lui, cette région, ait 3 fois plus de députés que la région maritime. C'est tout. Parce que si la population de la Kara avait le même nombre de population que la région maritime, avec le découpage actuel, la région de Kara aurait 3 fois plus de députés. Et pourquoi? Je prends la région de Kara. Je peux parler, tout à l'heure vous parlez de la région des plateaux. Le président national l'a cité, 65 000, oui, disons 2 fois et demi. Ça veut dire que, à population égale, si la région des plateaux avait 3 500 000 habitants, dans la situation actuelle, les députés
issus des plateaux seraient 2,5 fois plus importants que ceux de la région maritime. Ok. Vous avez remis ce document bien établi à la CEDEAO lors de la discussion à Lomé, un document produit par l'ARC. Vous l'avez aussi apporté le même document au niveau de la CENAP, aujourd'hui au niveau du CPC. Mais pourquoi ça n'évolue pas, M. Rikidupi? Ça n'évolue pas, tout simplement. Vous savez, là vous parlez de ces dernières initiatives que nous avions menées sur le terrain. Mais c'est depuis 1997 qu'on en parle au Togo. Je ne sais pas si vous vous rappelez des observateurs européens en 1997. Je dis bien en 1997. Ça va bientôt faire 30 ans. C'est le rapport Strouk-Thiriet. Que dit ce rapport? La répartition des sièges entre circonscriptions aboutit à des variations très importantes dans le coefficient de représentativité des sièges, au détriment principalement des circonscriptions du Sud et tout particulièrement de la ville de Lomé et de son hinterland, préfecture du Golfe. Donc ce n'est pas nouveau. Ça avait été soulevé en 1997 avec des recommandations à l'appui, mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. C'était avant que M. Faure Gnassingbé ne devienne président de la République en 2005. C'était son père qui était là. Puis, quand il est arrivé au pouvoir, nous l'avons saisi sur ce sujet. En 2010, nous avons sorti un document que nous lui avons envoyé. Tout à l'heure, vous aviez parlé des structures étrangères ou internationales, mais nous les avons envoyées au gouvernement ainsi qu'au chef de l'État. Aucune réponse n'a été apportée, tout simplement parce que cela ne les intéresse pas. Ce découpage est fait de manière à privilégier une région par rapport à une autre. Parce que ce régime RPT uni estime, à tort ou à raison, qu'il n'est pas représentatif dans la région maritime et dans la région des plateaux. Mais les élections disent le contraire. Alors, si vous voulez m'amener sur le plan des fraudes... Maintenant, nous sommes à l'approche de nouveau scrutin, M. Rikidupi. En réponse, je vais répondre à votre question. Si vous voulez qu'on parle des fraudes, j'ajouterai à ce que je viens de dire que plus on s'éloigne de la région maritime, les fraudes sont favorisées. C'est tout. Aujourd'hui, ça veut dire que vous avez la même mise sur la région maritime. C'est ce que on fait croire. Et nous sommes à l'approche encore des scrutins, même si les dates ne sont pas encore annoncées, les régionales, vous remettez encore au goût du jour cette proposition. Monsieur Rikidupi, qu'est-ce que vous espérez? Monsieur Adjakoto, tout à l'heure on parlait du découpage. Il y a des choses encore plus. Oui, on va aller petit à petit parce que les institutions. Je vais répondre à votre question, mais accordez-moi une petite minute. Rapidement. Vous savez que il y a des préfectures qui ne sont pas des circonscriptions électorales. Oui. Que ce soit Amou, dans le Wawa, à Kébou, que ce soit Pelé, Cloto, que ce soit à Guagnévé, Golfe, à Guagnévé a une population presque identique à celle de la région de Kara, 880 et quelques mille habitants. Mais à Guagnévé n'est pas bien que ce soit une préfecture, n'est pas une circonscription électorale. Ce qui voudrait dire que demain, les populations d'Aguagnévé peuvent ne pas être représentées à l'Assemblée nationale. Ce qui est grave. Ce qui viole l'article 11 de la Constitution de notre pays. Vous voyez? Et tout ça là, je peux citer d'autres. Il n'y en a plus. Des exemples, même l'article 5 de la Constitution, si on se base sur le fait que nous sommes nés égaux
Ça veut dire que nous devons avoir quand même, au-delà c'est une question politique, mais comme les élections arrivent, et vous remettez encore sur le tapis cette question. Mais vous citez l'article 5. Moi, je vais vous citer le dernier alinéa de l'article 11. Hein? Parce qu'au début, l'article 11, dans son alinéa 1, dit « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit ». Puis, dans son dernier alinéa, le 3, il dit « Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine régionale. » Donc, à partir de ce moment-là, c'est une violation grave de la Constitution que aucun Togolais, aucun citoyen togolais ne peut accepter. Ok. Au-delà de ça, d'autres anomalies entre que vous touchez aussi ces institutions-là qui sont impliquées dans le processus électoral. Certaines sont en fin de mandat, d'autres incomplètes, mais maintenues. Pour vous, ça s'apparente à une république malade entre griffes sur les institutions aussi qui sont dans cette situation-là, M. Dupuis. La fierté ou la force d'un pays, ce n'est pas l'homme fort, c'est les institutions fortes. Or, aujourd'hui au Togo, personne n'a confiance en nos institutions. Parce que nous savons tous qu'elles sont totalement inféodées au régime en place. Et en plus de ça, vous soulignez tout à l'heure que nombreuses sont celles dont la composition pose problème, dont le respect des échéances pose problème à la Cour constitutionnelle. Le président est décédé depuis le mois de mai. D'après la loi, normalement, il devrait être remplacé dans les 30 jours. Je pense qu'ils n'ont pas dit dans les 30 mois. Ils ont dit dans les 30 jours. La CENI est arrivée à terme depuis mars 2022. Ou 2023. 2023, puisque nous avons été nommés en mars 2022. Un an. Mais il continue à travailler en toute illégalité, incapable, à un mois des prochaines élections législatives, de proposer une feuille de route, de proposer un calendrier correct. C'est grave. Comment est-ce que vous, citoyens togolais, vous puissiez accepter de telles choses? Comment est-ce que vous pourrez avoir confiance aux résultats que va vous donner cette institution qu'est la CENI, chargée de l'organisation des élections? Il faut le dire. Ce n'est pas de mettre en cause la probité des personnes qui sont là-bas. Et même si on devrait, il y a des choses à dire. Il suffit de regarder le président de cette institution qui est membre éminent du RPT Unir et qui est là, à la CENI, sous un manteau de la société civile. Qui trompe qui? Qui ment à qui? Nous connaissons, le Togo est un petit pays. Ce monsieur a été député au nom du RPT Unir dans ce pays. Ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait. Qui trompe qui? Pourquoi on fait tout ça? C'est ça qui va assurer l'indépendance de la CENI? C'est ce comportement qui va assurer l'indépendance de la CENI? Nous avions obtenu, avec la CEDEAO, une présidence de la CENI indépendante, une personne indépendante des partis politiques pour garantir un tant soit peu. Vous avez aussi obtenu la parité, le 8 sur 8, mais ça n'a jamais été... Vous l'avez refusé. Non, on ne l'a pas refusé. On nous a accordé la parité 8 sur 8 avec un président étranger. Oui. Ça nous a été dit à Conakry. Mais quand on est arrivé à Lomé, cela n'a pas été le cas. On nous dit le recensement
vient de commencer, allez prêter serment et rejoignez vos postes. Mais on dit, mais comment est-ce que vous avez organisé le recensement? Le chronogramme que vous avez, que vous publiez, est-ce que ce sont les futurs membres de la CENI qui vont l'accepter tout de go? Donc c'est ça qui a fait capoter cette proposition. On dit, reprenons certains travaux de préparation pour les élections. Et ils ont refusé, ils ont dit, ils nous ont dit, envoyez vos hommes, prêtez serment et rejoignez l'équipe de recensement. On a dit non. Il fallait au moins saisir cette opportunité avant quand même. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Monsieur Adiakoto, vous serez la situation actuelle qui vous confronte le plus. Monsieur Adiakoto, vous serez un fiefé irresponsable si vous acceptez ces conditions, que tout soit préparé, le repas soit prêt. On sait qui est invité. Vous pensez que c'est un piège, hein? Mais est-ce que vous avez connu une situation au Togo sans qu'il y ait de pièges dedans? Des pièges, pas pour vous piéger, mais pour la conservation du pouvoir. Est-ce que vous avez vécu une situation où il y a une transparence dedans? On parlera d'autres choses. Il n'y a jamais eu de transparence dans ce pays. Tout est fait à dessein. D'autres institutions sur lesquelles vous êtes revenu, vous avez parlé de l'Assemblée nationale qui va finir son mandat en décembre. Vous avez parlé aussi de la HAC, bien sûr. La Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, c'est déjà passé. Toutes ces institutions-là, vous demandez à ce qu'elles soient complètes ou bien reformées avant les prochaines échéances électorales. Non, surtout les plus importantes qui interviennent dans le processus électoral. Il y a la CENI. Oui. Quelle serait demain la crédibilité d'une décision de la CENI quand on sait que cette CENI est aujourd'hui illégale pour l'organisation des élections? Cette CENI, son mandat est échu depuis mars 2023. Est-ce qu'il n'y a pas de discussion politique? Vous ne pouvez pas le reconduire. Mais est-ce qu'il y a eu discussion politique jusqu'à aujourd'hui? Il n'y en a pas eu. On est ouvert à des discussions politiques. Mais il n'y en a pas eu. Qui est-ce qui autorise? Quelle loi qui autorise la CENI à continuer à préparer les élections jusqu'à aujourd'hui? Aucun texte ne l'autorise. Quand vous prenez la Cour constitutionnelle, qui promulgue les résultats, notamment des législatives, normalement ils devaient être 9, ils sont je crois 6 aujourd'hui. Le président est décédé, il n'est pas remplacé. Depuis le mois de mai, quelle est la valeur juridique de ce que cette Cour va dire demain? Pour en revenir à votre institution, vous journalistes la HAC, qui est à peu près dans la même situation, arrivé à échéance depuis un moment, non renouvelé, mais vous êtes des journalistes. Vous êtes un pouvoir, le troisième pouvoir, dit-on, dans notre pays. Quelle est la valeur de cette autorité qui vous gouverne? Demain, cette autorité va dire que vous n'avez pas le droit de relayer les résultats affichés sur les bureaux de vote. De quel droit? Puisque vous-même déjà, vous, en tant qu'institution, vous êtes illégal. Il y a beaucoup de choses à dire. L'Assemblée nationale, bon, elle est là. On sait comment elle est arrivée en 2018, on ne va pas revenir là-dessus. Son échéance, c'est fin décembre, début janvier. Oui. Ce n'est pas de sa faute. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quand les élections auront lieu. Ça, ce n'est pas de la faute de l'Assemblée nationale, mais de l'institution qui dirige les préparatifs du processus électoral, à savoir la CENI. Okay. Au-delà de ces anomalies que vous venez de toucher, vous interpellez le pouvoir à y travailler avant de discuter, mais ça ne vous dérange pas au niveau de l'ANC quand même de continuer
par aller sur le terrain, à plus de contact avec vos militants, en attendant la fixation des dates. Ce que vous avez dit au premier abord, que vous continuez toujours par prendre langue avec les fédérations. Mais écoutez, vous ne le savez certainement pas, je suis le président d'une commission très importante au sein du parti qui s'appelle les affaires électorales. Mais ça travaille tout le temps. Nous travaillons pour les élections. Là où nous sommes, nous travaillons pour les législatives, nous travaillons pour les régionales. Nous avons déjà des idées sur la présidentielle, pour la présidentielle et pour même pour les locales en 2025, puisque les maires et les conseils municipaux seront renouvelés. Voilà comment fonctionne un parti politique organisé. C'est le problème de liste. Vous avez pu arriver quand même à avoir toutes ces listes-là. Nous avons déjà un bon stock bien solide de listes avec des photocopies des dossiers en bonne et due forme, parce que si vous demandez le dossier complet aujourd'hui, certains seraient obsolètes le jour où on voudra vous inviter à aller concourir. Mais ce qui est là, s'il y a l'élection demain, si vous avez la liste des candidats est prête. La liste des candidats est prête, on sait où on va, avec qui. Voilà. C'est comme ça que nous fonctionnons, nous avons toujours fonctionné comme ça. Okay. Et c'est sous l'autorité éclairée du président national Jean-Pierre Fabre qui est toujours à l'écoute de cela. Serait-il encore candidat pour les législatives nationales? Ça, c'est le congrès du parti qui en décidera, le moment venu. Mais, si vous voulez mon avis, je trouve qu'il en a la capacité et l'étoffe. Okay. Retrouver le chef de file de l'opposition, c'est encore notre challenge pour vous. Vous voulez aller... Est-ce qu'on va à des élections aussi importantes que les législatives pour devenir chef de file de l'opposition? Je ne crois pas. Mais je dirais que ce que nous attendons des populations togolaises, oui, c'est qu'elles votent massivement pour l'ANC afin que sa voix puisse être portée au sein de l'Assemblée nationale. Donc, une majorité large, écrasante, au sein de l'Assemblée, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas, demain, la présidence de l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi pas. Moi, je le souhaite vivement. Et je pense que c'est possible. Ok. Mais pour aujourd'hui, entre-temps, vous étiez ici chez nous, vous l'avez dit, pour le moment, vous ne savez pas si vous serez allé et vous irez seul ou en regroupement. Parce que vous avez laissé des plumes avec des regroupements. Aujourd'hui, vous y réfléchissez longtemps avant de s'engager. Je ne sais pas si depuis l'âge du conseil aujourd'hui, les idées ont évolué un peu partout. Je crois que j'ai eu à le dire. Nous avons dit que le regroupement, pour nous, merci. Nous ne le ferons plus. Et que on peut travailler avec des partis politiques. Mais un travail avec les partis politiques, ça se fait dans le temps. Un regroupement politique à la veille d'une échéance électorale, c'est une erreur monumentale. Si vous voulez aller aux élections regroupées, il faut le préparer à l'avance pendant des années. Ce que nous préconisons à l'ANC, il faut que tous les partis politiques de l'opposition, notamment ceux qui ont été écartés de l'Assemblée nationale en 2018, puissent chacun travailler de son côté pour qu'ensemble, demain, au lendemain des législatives, on se retrouve pour travailler ensemble dans l'intérêt exclusif du peuple togolais. Ok. On va évoluer avec d'autres sujets au menu de l'actu au Togo. Le verdict dans le procès de l'assassinat de Toussaint Madjoulouba, l'ancien chef d'état-major des forces armées togolaises, écope de 20 ans de prison et perd aussi ses galons. D'autres condamnations ont eu lieu. D'autres sujets ont constitué les faits majeurs de la semaine au Togo. Dossier réalisé ici ou bien présentation Hervé Essai. Le premier sujet, après avoir écouté cette synthèse de l'actu de la semaine de Hervé Essai, c'est le verdict dans le procès de l'assassinat du chef de l'ex-chef du bataillon d'intervention rapide, le colonel Toussaint Bitala Madjoulouba. C'est le 5 novembre dernier que le tribunal militaire a rendu son verdict dans un procès politico-militaro, même mystique, parce qu'on a écouté l'oracle du temps
premier dire dans ce procès. Et ce qu'on peut retenir, c'est que chef d'état-major des forces armées togolais, le général Félix Abalo Katanga, coupe de 20 ans de prison. Il va passer les 20 prochaines années en prison. Il perd aussi ses galons de militaire. Monsieur Éric Dupuis, comment de très loin, je ne dirais pas que depuis votre fenêtre, mais quand vous avez suivi ce procès, pour certains, qui est allé vite, très vite. Un procès qui a été vite, un procès qui a été en quelque sorte, je mets entre guillemets, à huis clos. Puisque vous, journalistes, pour la plupart, vous avez été interdits de la salle de justice. Et la population, le peuple togolais, au nom duquel cette justice est rendue, n'a pas pu avoir accès au débat. Pour l'ANC, nous avons toujours travaillé pour que le droit de l'homme soit respecté et nous espérons que les droits des prévenus, de chacun des prévenus, aient été respectés lors de cette procédure. Mais il y a quelque chose qui manque, ça nous laisse un sentiment d'amertume. Un goût inachevé. Un goût inachevé, c'est que le peuple, au nom duquel ces sentences ce jugement est rendu, ces sentences sont prononcées, ne connaît pas les circonstances dans lesquelles cet assassinat a été perpétré. Ce peuple, au nom duquel ce jugement a été rendu, ne connaît pas le vrai auteur de l'assassinat et ses commanditaires. Et surtout, ce qui est grave, les mobiles, les raisons de cet assassinat. Parce que ce dernier point est très important, parce que ce crime se situe au sommet de l'État togolais, dans la haute hiérarchie militaire de notre pays. Ce qui est gravissime. Tout à l'heure, vous parlez de l'occultisme pendant les investigations. Oui. Mais quand on apprend que à ce niveau de notre pays, de l'État togolais, des tracts anonymes ont été rendus publics pour accuser telle ou telle personne, ou faire accuser telle ou telle personne, c'est grave. C'est d'entraver, Mamie le dit, c'est une façon d'entraver le bon fonctionnement de la justice. Ça a été fait au niveau de la haute hiérarchie militaire de notre pays. C'est grave. Mais de là à accuser les pauvres citoyens que nous sommes, notamment responsables politiques, en 2013, des incendies, des marchés de Kara et de Lomé, le pas est vite franchi. Le camarade... faites la relation entre ces deux faits? Mais parce qu'on nous a accusés, comme certains ont voulu porter accusation à travers des tracts pour cet assassinat. On a bien parlé de l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Oui. Je ne l'invente pas. Et pour terminer, je dis que si on doit se féliciter, l'ANC pense que si on doit se féliciter de voir que pour une fois au Togo, les forces armées, la hiérarchie des forces armées ait pu être jugée dans notre pays, crime ou pas, on doit se demander à quand ces hommes qui ont commis des crimes sur des civils seront jugés. De nombreux crimes ont été commis dans notre pays depuis des années par les forces de l'ordre et de sécurité, crimes restés impunis jusqu'à ce jour. Pour ne retenir, pour ne citer que les derniers en date, pendant la Covid-19. Oui.
des gens qui allaient faire leur toilette ont été froidement abattus. Et puis, n'oublions pas... On vous demandait est-ce que la justice militaire aussi... N'oublions pas Sinaling et Sinang Daré. À quand la justice pour eux? Petit Jojo... Le petit Jojo. À quand la justice pour tout ce monde-là? J'espère. Donc pour vous, on doit avoir d'autres procès après celui de l'assassinat du colonel Madjoulouba. Bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure plus haut, le plus important pour nous, citoyens, c'est de connaître les circonstances exactes de ces crimes-là. C'est de connaître les mobiles de ces crimes-là, c'est de connaître les commanditaires et les exécutants de ces crimes. Sur tous les citoyens togolais, quels qu'ils soient, et il ne faut pas que cela soit réservé au corps habillé. Donc pour vous, c'est sur un goût inachevé que ce procès a pu finir. Mais si vous voyez le général Katanga qui a pris 20 ans, qui perd ses galons, vu ce qu'il a fait pour ce pays, M. Ricky Dupuis, comment vous avez apprécié cette sentence? Si en réalité il a commis le crime, ce crime-là de l'assassinat, je ne sais pas quel rôle. Du complot contre la sûreté intérieure de l'État, complicité d'assassinat. S'il a été complice de l'assassinat du colonel Madjoulouba, il a commis un crime, il faut qu'il soit puni. C'est vrai que 20 ans de prison, c'est assez lourd. Si vous, M. Adiakoto, vous prenez 20 ans de prison demain, vous ne serez pas le seul à en souffrir. Votre femme en souffrira, vos enfants en souffriront, votre entourage familial en souffrira. Mais si le crime est avéré, ben vous le méritez et la famille n'aura que les yeux pour pleurer. Voilà, c'est une réalité. On ne va pas dire que, bon, parce qu'il a été chef d'état-major et il avait tous les droits de vie ou de mort sur le peuple togolais. Il faut que cela soit définitivement compris par nos populations et que ça ne soit pas seulement les militaires, mais les civils aussi. Ceux qui nous gouvernent aussi doivent savoir que demain, ils pourront être jugés. Ok. Je rappelle aussi que c'est ce samedi que sera enterrée la femme du défunt colonel Toussaint Madjoulouba. Elle est aussi plongée dans un océan de chagrin juste après l'assassinat de son mari, a quitté le monde des vivants. Et tous ces condamnés iront bien sûr en prison. La prison justement est surpeuplée et beaucoup d'internationaux, beaucoup de rapports l'ont même dit. Le chef de l'État y travaille 2 fois dans cette année. Il a gracié des prisonniers politiques comme en début du mois d'avril. Aujourd'hui, en octobre 1956, prisonniers ont été quand même graciés, qui sont presque en fin de peine. Mais on va revenir pour avoir la vie de l'ANC sur cet acte posé par le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, parmi les 956, il n'y figure aucun détenu politique. Pourquoi pas, alors que la situation des détenus politiques est toujours alarmante selon les organisations de défense des droits de l'homme, les partis politiques. On marque la pause, on va revenir. Éric Dupuis, le conseiller spécial du président national de l'ANC, porte-parole du parti. Nous évoquons la grâce présidentielle du chef de l'État accordée en fin du mois dernier à 956 détenus. La pratique, c'est justement pour désengorger les prisons, et ça concerne 13 prisons civiles du Togo. Monsieur Théophile Éric Dupuis, un geste pour désengorger nos prisons. Comment ça a été apprécié au niveau de l'ANC? On ne peut que saluer la libération de concitoyens après des années de prison. Bon, c'est vrai que quand on a commis des délits, quand on a connu des crimes, qu'on soit puni. C'est normal, quand on vit en société, il faut qu'il y ait des règles et que chacun respecte les règles. Mais si des circonstances ont permis de libérer presque 1000 personnes, l'ANC s'en félicite. Mais quand on nous dit que c'est pour désengorger les prisons, je trouve que c'est un peu maladroit. Parce que si nos prisons sont désengorgées, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement de la justice. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes
qui se trouvent en prison aujourd'hui, qui n'ont rien à y faire, notamment les responsables politiques. Et ces politiques, comme vous l'avez dit vous-même, n'ont pas bénéficié de cette grâce présidentielle. Et nous le regrettons fortement. Parce que faire de la politique n'est pas synonyme de commettre des crimes. Un citoyen a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec comment vous conduisez le pays. Un citoyen a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec votre gouvernance. Ce n'est pas le fait qu'il ait le courage de le dire ou qu'il manifeste pour que vous le compreniez. La manifestation, d'ailleurs, est un droit constitutionnel. Ça ne suffit pas pour le bastonner ou l'embastiller. Et dans quel état sont-ils aujourd'hui, ces détenus politiques? Bon, écoutez, c'est une question délicate que vous me posez. Personne ne peut savoir réellement dans quel état psychologique, intellectuel et moral ces personnes sont. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à la place de quelqu'un qui est privé de sa liberté, qui est privé de sa famille et qui se trouve dans des situations très difficiles dans les prisons togolaises. Personne ne peut savoir dans quel état ils sont. Ceux qui est là, ceux qui souffrent. Ils souffrent. Et nous devons respecter cette souffrance. Ok. Donc, vous encouragez le chef de l'État, mais il devait faire mieux en libérant aussi les détenus politiques. Même si, au niveau du pouvoir, ce vocable n'est pas accepté, parce que on se dit, pas question de parler de détenus politiques. Bah, ça me rappelle les enfants qui jouent au chat perché et qui, pour faire semblant de ne pas voir l'autre, mettent la main sur le visage, mais les doigts bien écartés. Ok. Ce qui est sûr, c'est que ces détenus-là souffrent et il faudrait que des actions aussi soient faites à leurs endroits. Lomé, depuis un certain moment, devient le carrefour des grandes rencontres internationales. Pour certains, ça n'a rien quand même d'étrange parce que depuis le temps du général Feu Gnassingbé Eyadema, Lomé a toujours accueilli ces grandes rencontres de la capitale. Pour certains, c'est aussi la bonne santé de la diplomatie togolaise. D'autres parlent de la paix qui règne au Togo et même du statut du chef de l'État aujourd'hui qui est sollicité dans plusieurs crises dans la sous-région. Monsieur Eric Dupuis, Lomé carrefour des grandes rencontres internationales, ce n'est pas un mythe normalement. Bah, vous savez, M. Faure Gnassingbé est président, chef d'État dans ce pays depuis 2005. Ça fait 18 ans. On a l'impression qu'il y a eu un profond sommeil de 18 années de notre pays. En quoi? Bah, vous parlez du père qui faisait des grandes rencontres à Lomé avant et que pendant 18 ans, silence radio jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que du coup, le chef de l'État se réveille après 18 années pour essayer d'occuper la scène internationale? Pendant 18 ans, qu'est-ce que nous avons fait du Togo? Qu'est-ce que nous avons fait de nos populations? Qu'est-ce que nous avons fait de la jeunesse de ce pays? Vous avez oublié que même sur le plan économique, nos populations peinent à manger 2 fois par jour. Oui, il faut le dire. Vous avez oublié peut-être que dans un de ses discours, le chef de l'État avait déclaré qu'il y a une minorité qui accapare toutes les richesses de ce pays. Pendant ce temps-là, il a fait quoi pour régler ces problèmes? Le chef de l'État court aujourd'hui à travers le monde pour régler les problèmes politiques dans d'autres pays. Or, son propre pays est miné depuis des années par des problèmes graves, des problèmes politiques que lui-même n'arrive pas à résoudre. Il parle de quelle paix? S'il y avait la paix dont il se vante dans son pays, pourquoi il y a eu la CNAP? Et oui, concertation des partis politiques. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème. Pourquoi il y a le
RDC qui n'est même pas respecté, qui ne fait même plus de réunion jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un problème politique. La composition aujourd'hui de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a un problème politique. De par sa composition. Mais comment peut-on expliquer Laissez-moi terminer. ce double visage de la diplomatie togolaise, monsieur Dupuis? On disait dans la sous-région, nous sommes adulés, on est plusieurs crises. Ça, c'est le double langage particulier à ce régime depuis des années et nous l'avons toujours dénoncé. Je suis perplexe quand j'entends parler de paix, de l'harmonie nationale. J'entendais tout à l'heure le ministre. C'est bien beau d'aller régler les problèmes à l'étranger, mais de laisser son peuple souffrir dans la souffrance, dans la médiocrité, c'est inadmissible. Mais quand j'entends parler du panafricanisme, tout dernièrement, on parle de créer l'APA, Alliance politique africaine, pour une initiative qui vise à fédérer les pays qui partagent les idéaux du panafricanisme. Oui. On découvre le panafricanisme. Qu'est-ce que nous avons fait pendant près de 60 ans pour le développement de l'Afrique? Pour parler du panafricanisme, il faut que nous-mêmes, déjà, avant de parler du développement de l'Afrique, il faut que chaque pays de l'Afrique développe son pays. Pour développer son pays, il faut d'abord avoir des institutions fortes, pas des hommes forts, des institutions fortes. Il faut un développement économique. Il faut un développement humain. Il faut développer le travail dans chaque pays pour pouvoir développer la sous-région puis l'Afrique tout entière. On ne peut pas parler du panafricanisme quand soi-même on ne fait rien dans son pays pour le développement et pour l'épanouissement des populations. Quand j'entends M. Robert Dussey parler de ça, ça me fait sourire parce que M. Robert Dussey, il n'y a pas longtemps, remerciait l'ambassadeur de France pour lui avoir donné la médaille d'honneur, la médaille de la Légion d'honneur, une médaille française. Et je vais vous citer la phrase, une petite phrase de son discours de remerciement, tirée de Marcel Proust. Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Il demande qu'on soit reconnaissant pour ceux qui lui donnent le bonheur, c'est-à-dire la médaille française. Mais c'est le même homme qui appelle au panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas seulement d'aller sur les radios ou à la tribune des Nations Unies pour vilipender le néocolonialisme. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués pour vilipender le néocolonialisme. Mais non. Le panafricanisme. C'est un discours qui est à l'antipode de la réalité togolaise. Tout à fait, il suffit d'écouter, il suffit de l'écouter. Quand vous mangez dans les mains de quelqu'un, ayez la courtoisie quand même de ne pas vilipender ces personnes-là. Vous avez vu sa position au niveau du Niger et qu'il avait aidé quand même les Américains à chasser les Français. Aujourd'hui, le Togo, de nouveau sollicité par de vive voix par la junte nigérienne à venir quand même l'aider à apprendre la langue avec la communauté internationale. C'est le double langage toujours. C'est l'opportunisme de ces gens-là qui nous gouvernent. Ce sont des opportunistes. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'APA. Dans l'APA, il y a l'Angola, il y a le Burkina Faso, il y a la Centrafrique, le Gabon, la Guinée, la Libye, le Mali, le Niger, le Togo, la Namibie, la Tanzanie. Bon, quand vous regardez tous ces pays, tous les pays francophones qui figurent dessus sont des États plus ou moins militarisés et en de graves difficultés, y compris le Togo. Parce que si vous me dites que le Togo n'est pas militarisé, je vous dirai qu'il y a au moins 4 officiers dans le gouvernement togolais. Un général. Et ça suffit à vous dire que c'est un État militarisé. Vous savez, si vous regardez notre constitution,
le militaire n'a pas sa place dans le gouvernement, à moins qu'il soit dégagé de ses responsabilités militaires. Il n'y a pas longtemps, un ministre en exercice a été promu général. Or, il n'était plus dans l'armée. Donc, vous savez, il faut savoir ce qu'on veut comprendre. Donc, aujourd'hui, pour vous, il faut qu'on balaye la maison. Il faut qu'on balaye sa maison avant d'aller voir ailleurs. Et quand on voit les autres pays, en dehors des pays francophones qui sont en de graves difficultés politiques, je dis bien difficultés politiques, parce que tous ces pays-là sont en difficulté politique et ont de gros problèmes. À part ça, l'Angola est un pays prospère. L'Angola est un pays qui a des institutions fortes, qui respectent ses populations. La Tanzanie, c'est la même chose. La Namibie, c'est la même chose. Vous voyez, nous-mêmes qui sommes à l'initiative de ce regroupement, nous ne sommes pas un exemple pour les autres pays. C'est triste. Quand vous parlez, vous dénoncez cette diplomatie à double vitesse due... Je ne dirais même pas à double vitesse, à deux visages. À double visage. C'est-à-dire...